Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, porteur des messages du président mauritanien. Le président de la République a reçu un appel téléphonique du président tchèque. Il a été question de renforcer la coopération entre les deux pays. De nombreux sujets ont été abordés, notamment la question palestinienne. Nous reviendrons par la suite sur le deuxième jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Shengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en République de l'Inde. Nous évoquerons également la présence française en Afrique, des décennies d'exploitation, de pillage et d'injustice économique qui ont fait la gloire du colonisateur. Aujourd'hui, l'Afrique entend fixer ses propres règles du jeu. Poursuite de la grève générale au Maroc, travailleurs et syndicats dénoncent une réforme du droit de grève jugée liberticide. Un débrayage massif pour dénoncer aussi la dégradation du pouvoir d'achat engendrée par la politique du Marsen. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Marzoug, porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf. Écoutons cette déclaration. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Au cours de cette audience, j'ai transmis au président de la République Abdelmadjid Tebboune les salutations de son frère et ami, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Et j'ai remis au président Abdelmadjid Tebboune un message écrit de la part du président mauritanien. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, m'a chargé à son tour de transmettre ses salutations à son frère et ami, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Comme vous le savez, cette lettre s'inscrit dans le cadre des consultations continues entre les deux pays sur les questions bilatérales, principalement la coopération bilatérale qui a connu des progrès significatifs ces dernières années. Cet entretien constitue une occasion de passer en revue les nombreux dossiers et sujets importants, en particulier la situation actuelle des États arabes et islamiques, ainsi que l'évolution des relations internationales qui a connu, elle aussi, quelques tensions ces derniers temps. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur l'importance des concertations entre les deux pays frères liés par des relations profondes et historiques. وكذلك أيضا تشاور حول القضايا التي تهم وخاصة في هذا الوضع الحالي الأمة العربية والإسلامية. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République tchèque, Petr Pavel. Lors de cet entretien, il a été question des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération économique et militaire. Les deux présidents ont également abordé les développements régionaux et internationaux, la question palestinienne et sur la solution des deux États, exprimant leur souhait dans le même contexte stabilité et progrès pour le peuple syrien frère. Par la même occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas manqué de réitérer son invitation à son homologue tchèque pour effectuer une visite en Algérie, une invitation que le président Pavel a acceptée. Une visite qui permettra en tout cas de la tenue du Haut Comité mixte algéro-tchèque de discuter de sujets intéressant les deux pays. Au deuxième jour de sa visite officielle en République de l'Inde, à l'invitation du général d'armée Anil Chauhan, chef d'état-major de la défense des forces d'armée indiennes, le général d'armée Saïd Shengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu aujourd'hui au chantier naval Goa Shipyard Limited. Les détails avec Yamina Saïdji.
Après avoir été accueilli par le directeur de cette entreprise industrielle, le général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité une exposition de photographies et de maquettes qui illustrent la construction de navires au sein de cette entreprise, comprenant des photos d'archives retraçant les différentes étapes du développement de l'industrie navale en Inde, ainsi que des plans et schémas techniques mettant en lumière les technologies utilisées dans la construction de navires modernes. Par la suite, le directeur de cette entreprise industrielle a présenté au général d'armée et à la délégation qui l'accompagne un exposé détaillé sur les différentes missions, départements et productions de cet important établissement industriel. Le général d'armée a également reçu des explications fournies par des ingénieurs et experts militaires sur les matériaux utilisés, les systèmes d'armement, ainsi que les capacités défensives et offensives de ces navires. Par la suite, le général d'armée a visité les différents ateliers du chantier naval, où il a reçu des explications détaillées sur les méthodes de travail et les technologies avancées dont dispose cet établissement, avant que le général d'armée et le directeur de l'entreprise n'échangent des cadeaux symboliques. Ensuite, le général d'armée s'est rendu à la base aéronavale de Goa, où il a été accueilli par le commandant de la base, le contre-amiral Ajay Detiofelios. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a reçu des explications détaillées sur les missions opérationnelles de la base et son rôle stratégique dans la sécurisation des eaux territoriales et de l'espace aérien indien. Les explications ont particulièrement porté sur les systèmes de surveillance, de contrôle et de coordination entre les forces navales et aériennes dans l'exécution des missions conjointes. À l'issue, le général d'armée Saïd Chingreha et le contre-amiral Ajay Detiofelios ont échangé des cadeaux symboliques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Marzoug. La rencontre a été l'occasion de faire le point sur le niveau des relations de coopération entre les deux pays et sur les moyens de les renforcer, et ce dans plusieurs domaines. Des réunions du Comité des Nations Unies sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien ont lieu aujourd'hui avec la participation du secrétaire général de l'ONU. Elles surviennent après plus de 15 mois d'agressions sionistes barbares contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée également. Il est question de permettre au peuple palestinien d'exercer le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure, le droit à l'indépendance ainsi que le droit de retour des déplacés.
L'Afrique face au poids du passé, des décennies d'exploitation, de pillage et d'injustice économique. Au-delà de la colonisation, la présence française sur le continent a longtemps rimé avec spoliation des ressources naturelles, accords opaques et multinationales aux pratiques douteuses. Mais depuis, le vent a bien tourné. L'Afrique a pris conscience de sa richesse et brisé des chaînes de la dépendance et entend aujourd'hui désormais fixer ses propres règles du jeu. Fouzi Atedj et Yasmine Massoudi. L'Afrique anglophone, ça représente 1% de notre commerce extérieur. Même chose que l'Afrique francophone, même chose que l'Afrique du Nord. Le continent africain tout entier, c'est 3% de notre commerce extérieur. Les déclarations de ce diplomate français sur la faiblesse des échanges commerciaux de son pays avec l'Afrique sont en contradiction avec la réalité. Bien que certaines sources officielles estiment que la part de marché de la France en Afrique ne dépasse pas les 3%, de grandes entreprises françaises continuent d'exploiter et de piller les ressources naturelles du continent, notamment le pétrole et le gaz, de manière directe ou à travers des accords ambigus. 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel est énorme. On est à un pétrole grossièrement aujourd'hui, mettons en moyenne à 3-4 $ qui sort, et puis on le vend à 80. La société Elf, accusée à plusieurs reprises de fraude, investit massivement en Afrique en profitant des avantages fiscaux et des failles juridiques. Elle extrait du pétrole à bas coût dans les régions riches en ressources naturelles, puis le revend à des prix élevés sur les marchés internationaux, sans contribution équitable à l'économie locale. 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui. On sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Aujourd'hui, l'Afrique, consciente de l'exploitation et la domination française qu'elle a subie pendant des décennies, se lève pour affirmer avec force sa capacité à renaître. Le continent refuse désormais d'être un terrain de jeu pour les intérêts étrangers et avance résolument vers la reconquête de sa souveraineté. Et forcément, ça dérange. Aujourd'hui, en France, certains ont bien du mal à accepter cette Afrique qui s'émancipe et notre Algérie qui avance. L'extrême droite redouble d'attaques, ressassant son discours nostalgique et hostile, cherchant à réécrire l'histoire. Mais face à cette énième tentative de falsification, la réponse est claire, les faits sont bien là et les preuves parlent d'elles-mêmes. L'Algérie n'a en tout cas nul besoin qu'on lui dicte son passé, encore moins son avenir. Emela Sefta. L'extrême droite française, avec ses discours haineux chargés de rancune, ne cesse de s'attaquer à l'Algérie et aux Algériens avec une arrogance sans précédent. Dernière déclaration en date, celle de l'un de leurs représentants qui s'est illustré sur un plateau appartenant à une chaîne de télévision française, s'en prenant gratuitement à l'Algérie comme si c'était devenu un rituel quotidien. Une partie de l'histoire. Ce que ce Français a raconté à propos des grandes réalisations de la France coloniale en Algérie, les Algériens, eux, ne la voient pas du même œil. Rien ni personne ne pourra effacer les crimes et massacres commis à l'encontre des Algériens durant 132 ans. La colonisation, c'est prendre le pouvoir, c'est pas s'introduire dans le pays, c'est prendre le pouvoir du pays dans lequel on s'introduit. C'est un cas particulier. Oui, tu sais, aujourd'hui, on est tout le monde est à peu près d'accord pour dire que de toute façon, même quand la colonisation est volontairement positive, elle est toujours négative par rapport à ce qui se passait dans le pays. Même si on a construit des autoroutes et puis des hôpitaux et puis des villes, en réalité, quand on fait le bilan, c'est plutôt la façon dont on a cassé les relations internes. Les faits sont là, gardés précieusement dans les pages de l'histoire. Même au sein de la France, les voix de la vérité s'élèvent pour dénoncer les vrais coupables. Il y a un problème de posture.
Parce que c'est vrai que ceux qui ont osé dire que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont osé faire un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation, ceux qui aujourd'hui nous racontent que l'Algérie abuse de sa rente mémorielle, ce terme abominable, pour dire que finalement il faudrait oublier tout ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. Non, pas obligé de le ressortir. Non, mais c'est une histoire commune. Non, mais on n'est pas obligé de l'oublier et d'insulter les Algériens en leur disant « Ah, vous exploitez la rente mémorielle ». Ils ont quand même beaucoup donné, beaucoup payé. Et on a été on a été des barbares, comme dit Aimé Césaire. C'est un ensauvagement. Je termine. Des essais nucléaires. Donc la colonisation en Algérie. Il y a plus les essais nucléaires, effectivement. Mais donc la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Il semblerait que l'extrême droite française est en pleine déroute, incapable de maintenir un discours cohérent sur l'histoire réelle du colonialisme français, surtout depuis que l'Algérie a dévoilé la situation précaire que vivent les Français en ce moment. Incapables, ces représentants de l'extrême droite n'ont que les studios télévisés pour cracher leur venin sur l'Algérie. Entre-temps, le Maroc veut faire taire toute voix discordante sur ce qui se passe au Sahara occidental. C'est un véritable blocus de l'information. Journalistes, observateurs, même des députés européens, tous empêchés d'accéder aux territoires occupés. Alors pourquoi instaurer un tel blackout si tout est si transparent? Pour la simple raison que le Marzen ne veut pas que le monde voit la réalité des faits sur le terrain. Baliza, Djelemdi et Emira Sefta pour le reportage. Le Marzen impose un blackout total sur les violations commises à l'encontre des Sahraouis. Selon l'Association pour la protection des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines, les autorités refusent la présence d'observateurs, de journalistes et encore moins de défenseurs des droits humains. À titre d'exemple, ces chiffres illustrent cette politique de censure mise en place par le Marzen, notamment entre 2014 et 2025. 307 étrangers militants et défenseurs des droits de l'homme et journalistes ont été expulsés du territoire, parmi lesquels des députés européens et des représentants du Parlement basque qui souhaitaient se rendre à l'Aïoun occupé afin d'évaluer la situation humanitaire sur place. Par ailleurs, 7 organisations internationales non gouvernementales de défense des droits humains se sont vues interdire l'accès au territoire sahraoui occupé. Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie du Marzen visant à occulter la réalité des violations commises et à étouffer toute voix discordante, à imposer un récit unique sur la situation des droits humains et l'exploitation des ressources sahraouies. Cette censure soulève une question légitime. De quoi le régime du Marzen a-t-il peur? S'il prétend respecter les droits humains, pourquoi interdit-il toute observation indépendante? La réalité est bien différente de son discours officiel. Les exactions répétées et les crimes commis sont une réalité vécue par les prisonniers sahraouis détenus dans des geôles marocaines dans des conditions inhumaines. L'Algérie et le Niger renforcent leurs liens diplomatiques avec une formation d'envergure dédiée au cadre du ministère des Affaires étrangères du Niger. Durant plusieurs jours, ces cadres se perfectionneront dans des domaines clés avec le soutien d'experts et d'anciens diplomates. Une initiative qui traduit non seulement un engagement concret dans la coopération entre les deux pays, mais aussi la volonté d'anticiper et de s'adapter à des défis diplomatiques toujours plus complexes. Yasmine Massaoudi. Renforcer les compétences diplomatiques pour une meilleure représentation internationale, c'est l'objectif de cette formation destinée au cadre du ministère des Affaires étrangères du Niger. Au programme, techniques de négociation, protocoles et rédaction administrative et diplomatique. Initiée par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Institut de diplomatie et des relations internationales, cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger. Elle traduit l'engagement des deux pays à développer les compétences et à consolider les capacités diplomatiques. L'Algérie se réjouit profondément de pouvoir contribuer à cet atelier en mettant à votre disposition son expertise à travers des formateurs qualifiés. Cette formation se concentre sur 3 domaines essentiels visant à renforcer la compétitivité et la réactivité diplomatique. Au-delà de l'administration diplomatique, cette formation vise à permettre à chacun de vous de renforcer ses compétences dans les domaines tantôt mentionnés, y compris la conception et l'élaboration des documents diplomatiques, ainsi que l'appropriation de l'art des négociations internationales,
aussi bien politique qu'économique, bilatérale comme multilatérale. Je reste convaincu que c'est à travers ce genre de formation que nous parviendrons à anticiper les défis et à répondre aux exigences de notre époque marquée par des défis de plus en plus connexes et complexes. La formation fournie par le ministère des Affaires étrangères au profit des cadres du ministère des Affaires étrangères du Niger se tiendra durant 11 jours. Au cours de cette période, les participants recevront une formation qui les préparera à fournir un service dans les domaines diplomatiques. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Lounès Magraman, a présidé aujourd'hui au siège du ministère la cérémonie officielle de clôture de 6 sessions de formation organisées par l'Institut diplomatique et des relations internationales au profit d'une 50aine de cadres et d'officiers de la Direction générale de la Sûreté nationale. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Lounès Magraman a indiqué que l'organisation de ces sessions de formation était le fruit de coordination entre le ministère des Affaires étrangères et la DGSN et qui reflète leur volonté de créer un espace commun d'échange, d'expérience et d'expertise dans le but de développer et de renforcer les compétences et les aptitudes des cadres au service des intérêts supérieurs du pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema'a, a présidé aujourd'hui à Alger la cérémonie d'installation du nouveau procureur général près la cour d'Alger, Mohamed El Kamel Ben Boudief. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a félicité le nouveau procureur général pour la confiance placée en sa personne par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, saluant son parcours professionnel dans le corps de la magistrature ainsi que son accession à plusieurs postes et fonctions, dont la présidence du pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed. Cette installation intervient en tout cas suite au mouvement partiel opéré récemment par le président de la République dans le corps des présidents de cour et des procureurs généraux dans le but de renforcer les juridictions par des compétences dotées d'une expertise judiciaire reconnue. La ville d'Oran a récemment vu l'inauguration d'un institut de criminologie par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d'une visite de travail. L'occasion ce soir de vous en parler plus en détail. Il propose un large choix en termes de formation, une nouvelle structure qui va renforcer la recherche dans ce domaine. Yasmina Mari. Un simple badge électronique suffit pour franchir les portes de l'Institut de criminologie. Mais au-delà de cet accès numérisé, c'est un tout autre univers qui s'ouvre, celui de l'enquête et l'analyse, premier du genre en Algérie, dans le monde arabe et en Afrique. Cet institut forme une nouvelle génération d'experts capables de décrypter les scènes de crime et de renforcer l'efficacité du système judiciaire. L'Institut de criminologie est unique en son genre, tout au niveau national qu'arabe et africain. En étant spécialisé dans la criminologie, les sciences pénales et les études sécuritaires, l'objectif principal de cet institut est de former une élite de professionnels qualifiés, capables de mener des recherches approfondies pour renforcer le système judiciaire et soutenir les institutions de sécurité. إحقاقا للعدالة وتدعيما للجهات الأمنية في هذا الجانب. المقياس الذي أقدمه هو مدخل العلوم. Le module que j'enseigne relève des sciences juridiques. Il offre aux nouveaux étudiants, notamment ceux de première année, l'opportunité de mieux comprendre et d'explorer le monde du droit. Ce qui nous a motivés à choisir cette spécialité, c'est l'unicité de cet institut qui se distingue à l'échelle nationale, continentale et arabe. Il propose une formation pluridisciplinaire avec des modules diversifiés, tout en intégrant la numérisation dans le cadre des universités de 4e génération en Algérie. À l'intérieur, les étudiants suivent une formation pluridisciplinaire. Encadrés par des enseignants spécialisés et des experts du domaine, ils apprennent à analyser des scènes de crime, à interpréter des preuves scientifiques et permettre d'appliquer la loi avec précision. Entre cours théoriques et exercices pratiques, l'objectif est clair:
former des professionnels capables d'apporter une expertise pointue aux enquêtes judiciaires et de renforcer la lutte contre la criminalité. عدد الطلبة على مستوى السنة الأولى هو 625 طالب، السنة الأولى جدع مشترك حقوق و120. En première année, 625 étudiants suivent le tronc commun de droit. En master, 120 étudiants se répartissent entre le droit pénal et les sciences criminelles, ainsi que la criminologie et les sciences du crime. Le programme de formation pour 2025-2026 est en préparation afin d'accueillir des étudiants étrangers, avec déjà plusieurs demandes d'inscription reçues. الأجانب لأن لدينا عدة اتصالات من مجموعة من الطلبة أو المترشحين للتسجيل على مستوى معهد من الإجرام. خصوصية هذا المعهد وأنه يدرس. Cet institut se distingue par son approche pluridisciplinaire de l'étude du crime, intégrant le droit, les sciences sociales, la biologie et la médecine légale. Chaque spécialiste apporte une perspective unique pour l'analyse criminologique. Cette formation est très bénéfique pour notre avenir. Le programme est très riche en modules essentiels pour la préparation de la vie professionnelle. Relevant de l'université d'Oran 1, l'Institut de criminologie joue un rôle essentiel dans le renforcement du système judiciaire algérien. En offrant une formation moderne et pratique, il contribue à améliorer l'efficacité des enquêtes criminelles, apportant ainsi une réelle valeur ajoutée à la justice en Algérie. La contestation sociale au Maroc prend de l'ampleur. Depuis hier, une grève générale secoue le pays. Travailleurs et syndicats dénoncent une réforme du droit de grève jugée liberticide, mais aussi la flambée des prix et la détérioration du pouvoir d'achat. Un véritable ras-le-bol qui s'exprime dans plusieurs secteurs. Une crise sociale qui s'aggrave sur fond d'inégalité, d'absence de dialogue avec les autorités. Cette mobilisation est l'une des plus importantes de ces dernières années. Elle pourrait bien marquer un tournant. Yamina Saïdi. Les grandes villes marocaines sont marquées par la grève générale initiée par la Confédération marocaine du travail qui regroupe diverses organisations syndicales du pays. Les grévistes protestent contre la flambée des prix et le gel du dialogue social par le régime du Merzenne. L'adoption de la loi sur le droit de grève, jugée oppressive et considérée comme une atteinte au droit constitutionnel, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette loi contestée par la majorité des centrales syndicales, des partis politiques et de la société civile est qualifiée d'inconstitutionnelle avec des arguments solides à l'appui. De plus, elle est en contradiction avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc. La situation sociale est préoccupante, mais le gouvernement persiste dans une politique de lutte des classes, notamment par l'augmentation généralisée des prix et du chômage, en particulier chez les jeunes. Les atteintes aux droits syndicaux se multiplient, notamment avec la tentative d'imposer cette loi controversée sur la grève. Selon les experts, la crise socio-économique est directement liée à l'incapacité du Merzenne à mettre en place des politiques efficaces pour répondre aux besoins des citoyens. Cette impuissance s'accompagne d'une corruption endémique, d'un pillage des fonds publics et d'une répression des associations engagées dans la lutte contre les crimes financiers. Cette grève intervient après un conflit entre les syndicats et le gouvernement. Selon les syndicats, ce dernier n'a pas tenu plusieurs de ses promesses faites lors des précédentes sessions de dialogue. Un tel mouvement de grève n'avait pas été organisé au Maroc depuis des années. Il survient dans un contexte de hausse vertigineuse des prix, mais aussi d'un mépris total affiché par le Merzenne à l'égard des Marocains. L'Union marocaine du travail mise sur la mobilisation des organisations syndicales pour paralyser les secteurs publics et privés du pays pendant 48 heures, dans l'espoir de faire ainsi entendre sa voix et atteindre ses objectifs.
Revenons chez nous pour vous parler d'élevage équin qui se distingue par un savoir-faire unique. Notre journaliste Naïma Loualiche est allé à la rencontre d'un éleveur passionné. Djamel Goumache n'est pas un éleveur comme les autres, héritier d'une tradition séculaire propre à Ouled Djellel, près de Sétif. Il veille dès la naissance des poulains à leur bonne santé. Vous verrez que son engagement va au-delà d'un simple élevage. Il tient à préserver un métier noble et précieux. Reportage. Ici, à Ouled Boutara, près de Sétif, les Goumaches sont des éleveurs de père en fils. Voici une trentaine de chevaux barbes qu'entretient cet éleveur qui possède un savoir unique dans le choix des reproducteurs, la surveillance des gestations et l'accompagnement des poulains dès les premiers instants. Une belle jument doit avoir une taille haute, des mensurations fortes, une couleur admirable. Le bleu, c'est la meilleure couleur pour la robe d'une jument. Ensuite vient le noir, puis le marron. La couleur de la robe change en fonction de l'âge du cheval, qui naît rouge, ensuite marron, puis devient gris et finit ces derniers jours dans une robe immaculée. Particulièrement résistant aux conditions climatiques extrêmes de la région, le cheval barbe est surtout élevé pour la fantasia, les courses, le commerce et le maintien d'une tradition équestre très ancrée dans la tribu des Ouled Djellel. La preuve, cette selle centenaire sertie d'argent. Ces selles, on les a conservées depuis un siècle. Bien avant l'indépendance, ça appartenait à mes aïeux et je ne les vendrai pour rien au monde. On les rafistole, les nettoie, on ne peut jamais trouver pareil sur le marché. Quand elle est bien nettoyée, une selle peut valoir quelque chose comme 1 million de dinars. D'une façon ou d'une autre, l'éleveur hippique contribue à façonner l'avenir de la filière en élevant des chevaux de qualité, que ce soit pour le loisir, la compétition, le folklore ou d'autres disciplines équestres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée à vous.